Bien, mes chers collègues, je vous propose que nous puissions débuter notre séance. Nous avons le quorum, même si je sais qu'un certain nombre de collègues ont été retardés par des difficultés sur la rocade suite mouvement de tracteurs sur cette dite rocade, pour être parfaitement précise. Je vous propose que nous puissions accueillir notre collègue Laureline Duplessis d'Argentré, qui, suite à la démission de Madame Caro Furfer, siégera désormais dans notre conseil métropolitain. Nous lui souhaitons la bienvenue. Je vous propose aussi d'approuver le procès-verbal de notre séance du 21 décembre dernier. Est-ce que ce procès-verbal appelle de la part des collègues des observations ou remarques? Je n'en vois pas, nous l'approuvons. Et notre collègue Olivier Dehaze, avec votre assentiment, sera notre secrétaire de séance. La délibération numéro 1 concerne l'élection d'un nouveau conseiller métropolitain en qualité de membre du bureau, et il vous est proposé la candidature de Monsieur Éric Dumotet. Y a-t-il d'autres candidatures? Je n'en vois pas, mais il s'avère que le Code général des collectivités nous impose un vote à scrutin secret et à la majorité absolue. Donc chacun est prié de se munir de la zappette ad hoc avec la touche 1 pour Monsieur Dumotet et la touche 2 correspondant à un vote blanc. Le scrutin est ouvert. Ah, moi, il n'y a pas mis mon... Oh, pardon. Je crois qu'au regard du nombre de présents, l'ensemble des collègues aura pu s'exprimer et nous félicitons Monsieur Dumotet pour son élection en qualité de membre du bureau. La deuxième délibération est là aussi subséquente de l'arrivée de notre collègue Madame Duplessis d'Argentré. Vous aurez noté par ailleurs le rajout d'un point de délibéré par rapport à la note de synthèse qui vous avait été remise, puisqu'il s'est agi dans le tableau de pouvoir réparer un oubli initial concernant l'indemnité de notre collègue désigné en qualité de président de la commission finances, à savoir Monsieur Savignac, conformément à ce qui pouvait être pratiqué antérieurement. Donc la délibération a été modifiée en fonction. Est-ce que ça appelle des interventions, des oppositions, des abstentions? Je vous remercie et je donne la parole à notre collègue Pascal Hervé pour la présentation du rapport 3. Merci Madame la Présidente. Bonsoir, chers collègues. Donc ce soir, il vous est présenté, effectivement, il vous est proposé de valider les grandes trajectoires et objectifs en fait, de la stratégie biodiversité et eau de notre conseil métropolitain. Alors c'est vrai que j'aurais pu commencer ces propos en faisant un état de la disparition de la biodiversité, aussi bien au niveau mondial qu'au niveau local. La faune et la flore, on le sait, vivent des moments difficiles et souvent les rapports scientifiques nous alertent en fait sur la situation ou les situations qui se dégradent. J'ai plutôt envie, en fait, même si le climat est un peu compliqué, j'ai envie plutôt de vous partager un signe d'espoir avec chacune et chacun d'entre vous,
Et je le fonde, ce signe d'espoir, sur un travail qui a été entamé depuis le début de notre élection avec les communes, avec l'ensemble des communes de notre métropole, parce qu'il y a vraiment une dynamique locale sur l'ensemble des communes en ce qui concerne la gestion du paysage, la biodiversité et la protection de l'eau, là où c'est possible. Et moi, je veux le saluer, et c'est vrai que c'est un travail qu'on a pu découvrir au fur et à mesure du travail que nous avons mené dans le cadre du Conseil métropolitain de la biodiversité. On sait que sur chaque commune, il y a aujourd'hui des élus référents, des techniciens référents sur l'aspect biodiversité, eau, et ce qui nous permet ensemble de construire sur la métropole un vrai projet. Et ce qui est proposé ce soir, c'est un peu cet aboutissement-là, c'est de construire la stratégie de la biodiversité et de l'eau sur le Conseil métropolitain. C'est aussi de l'anticipation qu'il y a eu de par nos documents cadres, à travers le SCOT, le PLUI, le PCAET, je citerai les MNIE qui avaient été inscrites dans le SCOT, et on s'aperçoit aujourd'hui, il y a eu un bilan de fait il y a peu de temps, il n'y a pas de diminution de MNIE sur notre territoire. C'est quand même quelque chose d'important, parce qu'on sait que les SNIEF, les MNIE sont des vecteurs essentiels pour la biodiversité. C'est aussi l'inventaire des zones humides qui a déjà eu lieu et qu'on relance aujourd'hui pour l'actualiser, et qui nous semble indispensable, et on en reparlera tout à l'heure. C'est suite aussi à l'expertise de nos services, et je crois qu'on peut les saluer, aussi bien nos directions, puisque notre direction, notre ingénierie, qui travaille sur ces aspects de biodiversité, nous permet en fait d'acquérir des compétences, des connaissances, et nous permet aussi politiquement de prendre des orientations pour gagner des points de biodiversité. C'est aussi les atlas biodiversité qui ont pu être entamés par certaines communes ou dans certains quartiers, et qui montrent en fait la qualité que l'on a sur notre territoire et la capacité à la nature de pouvoir se régénérer. Et on a effectivement sur les 43 communes des paysages complètement différents. C'est dû à la géologie, à la topographie, et ça nous donne aussi une richesse et une diversité de biodiversité du coup de nos espaces, et donc qui nous permet d'espérer. Donc notre sol regorge de biodiversité. Il faut les connaître, les apprécier, les analyser. Notre sol et notre nature en général a cette capacité, je le disais tout à l'heure, à se régénérer pour peu qu'on y prête attention. Alors, on parle souvent aujourd'hui des solutions fondées sur la nature, donc à nous de mettre cette devise ou cette notion à un bon niveau dans l'exercice de nos actions, dans les aménagements, pour effectivement respecter et de compter sur la nature pour nous aider. Je rappelle une dernière chose, c'est que notre sol, c'est notre réservoir d'eau. On le dit régulièrement, mais ça, il faut l'affirmer, il faut bien l'avoir en tête. Notre sol, c'est notre réservoir d'eau. Notre sol, c'est notre réservoir de biodiversité. Et ce sont des éléments qui sont absolument indispensables. Et pour finir, je dirais que la biodiversité, c'est la santé physique et morale de chacun d'entre nous, de tous les êtres vivants sur la Terre. C'est une généralité, mais c'est quand même bien de le rappeler, en fait. Alors, je vais vous présenter une première diapo. Voilà, on a des petites illustrations, justement, qui sont venues de différents documents, notamment sur notre territoire, hein, des visites qu'on a pu faire dans des communes, des animaux qu'on a pu, ou des espèces qu'on a pu découvrir. Alors, je demanderai à la régie d'envoyer une petite bande son. Je vous demande d'écouter attentivement. Merci. Donc voilà, alors je ne sais pas si ça vous est familier d'entendre, c'est une huppe faciée. C'est une espèce qu'on a chez nous assez régulièrement, et il faut simplement faire silence quand on se promène dans la nature pour pouvoir l'écouter et l'entendre, quoi, en fait. On l'entend particulièrement du printemps au mois de septembre, mais elle migre en Afrique sur la période d'hiver.
Et donc, c'est un oiseau qui est absolument magnifique. Vous le voyez dans sa description. Avec son bec, bien évidemment, il mange les vers dans la terre, etc. Et il vit comme ça. Et on le voit, on peut le voir dans nos jardins, dans des jardins, ou sinon dans les haies que l'on a autour de nos maisons en campagne, quoi, en fait. Mais on l'entend assez régulièrement. Et je vous assure que c'est extrêmement agréable. La deuxième image, alors là, j'ai pas de son, parce qu'effectivement, alors, on me dit un sphinx, mais non, mais non, mais non. C'est un grand paon de nuit. C'est un papillon qui est nocturne, évidemment, puisque c'est un papillon de nuit. Il a une envergure de 15 cm. J'ai eu le bonheur, je peux vous dire, de l'avoir dans les mains. Et donc, vous voyez mes mains, elles étaient pratiquement cachées par la bestiole. Et c'est vraiment impressionnant. Et là aussi, c'est un papillon qui vole et qui vit à peu près une semaine et qu'on trouve sur nos territoires. Après, ben, vous aurez reconnu la loutre. Donc on en trouve à Rennes, on en trouve à l'Aillé, on en trouve dans nos ruisseaux, et c'est tant mieux parce que c'est vrai que ça nous permet de nous réjouir quelque part du retour de ces animaux. Après, donc c'est un papillon, c'est une cygène, c'est un papillon en fait qu'on trouve facilement sur nos pelouses. On le trouve facilement lorsque vous avez du trèfle. Alors, moi, je vous conseille de garder le trèfle dans la pelouse parce que c'est très mellifère. Et en même temps, ça, vous voyez, ça attire des espèces qui sont variées. Et voilà, donc ne désherbez surtout pas vos pelouses, mais gardez le trèfle, c'est extrêmement important. Et en plus, la pelouse sera beaucoup plus verte. Je sais que ça peut inciter à la pousse, mais c'est pas très grave. Je vais vous redemander à la régie, s'il vous plaît, de relancer la deuxième bande de son. Merci, on va pouvoir arrêter. Alors ça, c'est un engoulevent. C'est un oiseau crépusculaire et qui chante le soir quand le soleil se couche. Vous allez vous promener dans les bois ou dans les parcs et vous pouvez entendre ce chant en fait crépusculaire. On appelle ça un petit peu un cri de mobilette. Donc ça fait un peu comme une mobilette. Mais c'est vrai, là aussi, c'est des espèces qu'on a chez nous. Et vous voyez, je dirais pratiquement qu'on ignore ou qu'on oublie en fait d'écouter. C'est pour ça que c'est important quand on est dans la nature, des fois de faire silence, de couper son téléphone d'ailleurs, et puis de faire silence et d'écouter. Et puis après, bien écoutez, c'est un Crocotémis écarlate. C'est une libellule rouge, hein, mais qui est aussi un spécimen un peu atypique et assez rare qu'on trouve dans nos espaces. Donc voilà, je vais passer là. Donc là, vous avez l'ensemble des éléments. Comme ça, vous allez pouvoir retrouver ces éléments-là dans vos documents. Après, au niveau milieu aquatique, on a aussi une richesse sur notre territoire qui est assez importante. Et là, vous allez reconnaître, j'imagine, les endroits. Et je vais les afficher tout de suite, hein. Nous avons le jardin de la Confluence et vous voyez comment on peut apprécier en fait un cadre de vie en pleine ville où on a à la fois l'eau et la nature et comment ça peut nous donner en fait envie d'y être déjà et déjà que ça inscrit aussi un côté très paisible en fait, hein. Et souvent quand on est dans des endroits très minéral, on a plus un sentiment des fois je dirais d'agressivité, alors que là, l'eau, la verdure donne évidemment une sensation de calme et de sérénité. On a effectivement, là, c'est sur le côté de Chavagne, les moustières, là, dans le cadre de l'aménagement vallée de Vilaine, et c'est vrai que tout au long de la vallée de Vilaine, on voit la richesse des paysages que l'on peut avoir. On a à droite là, une zone humide sur Saint-Grégoire, là aussi, qui est tout à fait intéressante. Et donc, vous savez bien que les zones humides, on le disait tout à l'heure, en termes de biodiversité, c'est extrêmement important. Mais c'est aussi en termes de filtration de l'eau. 80% des pollutions qui sont contenues dans l'eau sont abattues dans les zones humides, quoi, en fait, hein. Et donc, ça, c'est extrêmement important pour pouvoir, derrière,
reconnecter l'eau à la nappe parce qu'on sait que c'est une eau qui a été automatiquement filtrée. Et donc j'ai mis une photo un petit peu qui sort peut-être du côté, je dirais, agréable visuellement, mais c'est effectivement le Blône qui a été canalisé et mis sous Dalo lorsqu'il y a eu les travaux de la ZUP Sud, quoi, en fait. Hein. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, alors on le dit facilement aujourd'hui, hein, mais à l'époque, c'était des sujets qu'on ne connaissait pas forcément, ou en tous les cas, dont on ne prêtait pas très attention, et il fallait surtout que l'eau ne nous gêne pas. Donc on la canalisait, on la mettait dans les tuyaux, et puis on l'envoyait vers l'exutoire. Seulement, la catastrophe, là, en fait, je dirais environnementale, enfin les effets, en tous les cas, sont absolument négatifs, puisque à la fois, le ruisseau n'est plus à ciel ouvert, donc il ne peut plus servir d'expansion lorsqu'il y a des moments importants de crue, puisqu'il est complètement contrarié, il est condamné dans un réseau. Et puis, en termes de continuité écologique, c'est aussi une catastrophe, puisque là, on sait que certains mammifères qui ont besoin d'être le long des berges ou des choses comme ça ne peuvent pas circuler et donc rejoindre d'autres secteurs des endroits qui sont intéressants pour eux. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on a une étude qui est sortie qui commence pour travailler sur la possibilité demain de mettre ce cours d'eau à ciel ouvert. Donc en empruntant évidemment un autre périmètre, mais c'est dans le cadre d'une étude que ça va pouvoir se faire et j'espère qu'on pourra proposer un jour au Conseil communautaire des choses possibles à ce niveau-là. Voilà, alors c'était un petit peu une introduction que je voulais faire et puis pour vous montrer, dire que en fait la note d'espoir n'est pas, c'est pas de l'angélisme, mais c'est simplement pour dire qu'on a des capacités, on a des possibilités de développer de façon sérieuse et organisée la biodiversité et une protection de l'eau sur notre territoire. Alors quand je parle d'eau, c'est vrai que c'est l'eau dans le cadre de son grand cycle, en fait, hein, essentiellement. Quoi, en fait. Mais on parlera aussi de l'eau potable. Donc on rappelle les grands principes hein, de la biodiversité. Hein, en fait, c'est l'ensemble des espèces, faune et flore, les habitats. C'est aussi les interactions, effectivement, qu'il y a entre les espèces, entre les habitats, qui permettent donc à ces espèces de se déplacer et l'accomplissement, en fait, du cycle biologique. C'est vraiment ce qu'on appelle aussi l'écosystème, en fait, qui doit être favorisé et développé, quoi, en fait. Les supports, donc, de la biodiversité, évidemment, ce sont nos espaces, et on voit la carte qu'on a sur la droite qui nous montre en fait les endroits où il y a une concentration importante. Hein. Donc c'est nos espaces agro-naturels, nos espaces ruraux, c'est aussi les espaces, les tâches urbaines et la nature en ville. C'est aussi les cours d'eau, hein, on le voyait tout à l'heure, et les milieux aquatiques humides. Et je le redis, hein, l'importance des zones humides, quoi, en fait. Hein. Et tous ces milieux-là, en fait, servent de transition et de continuité écologique à l'ensemble des espèces. On appelle ça aussi les corridors écologiques. Donc vous voyez sur la carte l'ensemble des espaces boisés. Alors on pourrait effectivement avoir des cartes beaucoup plus précises que ça, mais je le disais tout à l'heure, hein, c'est vrai que les MNIE, on est à peu près 6% en surface sur notre territoire, c'est quand même important et c'est vraiment une réserve importante de biodiversité, je l'ai déjà dit. Le conseil métropolitain, donc on l'a créé et mis en place dans une délibération le 28 avril 2022. Donc on rappelle un peu sa composition. Hein. Il est composé de 3 collèges associatifs, institutionnels et universitaires. Et je remercie moi l'ensemble des associations qui sont présentes régulièrement dans ce conseil métropolitain parce qu'effectivement ils ont souvent une expertise bénévole. Ce sont des gens qui bénévolement vont faire des comptages d'animaux la nuit, le jour, enfin, et qui nous amènent après des éléments en fait, hein, et qui nous disent justement la qualité en fait de notre territoire et l'enrichissement et des fois les gains j'allais dire de productivité, mais non, c'est pas ce mot-là qu'il faut, de biodiversité que l'on peut atteindre à partir du moment où on prend soin de la nature. Je remercie aussi évidemment les institutions et la DREAL, la DDTM, l'Agence bretonne de la biodiversité, l'OFB, même si des fois on les voit maltraités, des fois, ce sont des gens qui sont aussi précieux
dans les travaux que l'on mène et qui nous amène énormément d'éléments. Et évidemment, le collège universitaire, puisqu'on a pu mettre en œuvre et on met en œuvre des travaux de recherche sur des éléments qui nous manquent des fois pour étayer un projet de biodiversité. Nous faisons aussi une consultation régulière auprès d'autres partenaires, hein, que sont notamment les fédérations des CUMA, les chambres d'agriculture, l'ADAGE, AgroBio 35, etc., ainsi que la CCI, puisque effectivement, là aussi, on a des territoires qui, des fois, sont des territoires urbanisés, des entreprises privées, privées, sur lesquels on peut approcher et travailler ces thématiques-là. Donc, je le disais tout à l'heure, avec les communes, effectivement, on a vraiment mis en place une dynamique collaborative, le partage d'expériences, en fait, des actions collectives et des remontées des problématiques de terrain. Là, vous avez sur cette diapo-là, en fait, des journées qui ont été organisées dans le cadre du Conseil métropolitain de la biodiversité, qui permet effectivement des échanges très fructueux. Et des formations aussi. On a une maquette là, de bassin versant, le fonctionnement d'un bassin versant avec la partie hydraulique, la partie habitat, etc. Et c'est vrai que ça permet de comprendre de façon moins abstraite en tous les cas la problématique de la circulation de l'eau et de l'écoulement dans le milieu naturel. C'est aussi là ce qui a été fait. Là, on est sur Saint-Gilles, sur des prairies, enfin des micro-forêts qui ont été lancées sur Saint-Gilles et qui sont extrêmement intéressantes aussi en termes d'observation et de développement de biodiversité. Alors, on a parlé de biodiversité, c'est l'eau aussi sur la métropole, l'eau dans ses différentes composantes, hein, c'est une composante de la biodiversité, on l'a dit. L'eau, c'est aussi une ressource pour les prélèvements que l'on a à faire. Et on sait que notre territoire, en Bretagne en particulier, 60% de notre source est une ressource artificielle, en fait. Hein, c'est des retenues, superficielles. Et donc très, très vulnérable à l'activité humaine. C'est aussi l'eau dans ses risques au niveau des crues et des ruissellements. Alors la différence entre les deux, la crue, c'est le débordement des rivières, le trop-plein des rivières, le débordement des rivières. Le ruissellement, c'est les catastrophes climatiques ou les pluies torrentielles qui peuvent arriver et qui provoquent aussi des inondations. Et puis l'eau dans ces espaces récréatifs, donc support d'activité, de qualité de vie, on en parlait tout à l'heure, mais sportive et ludique aussi, parce qu'effectivement l'eau a cette qualité de nous attirer et de nous détendre. Et donc, alors, on a toute cette préoccupation de protéger l'eau en termes de quantité et de qualité. On en parlait tout à l'heure, et là, on aborde aussi la problématique de l'approvisionnement en eau potable. Il y a les 74 millions de mètres cubes, c'est ce qui est prélevé globalement sur le département en Ille-et-Vilaine chaque année, en fait, hein, pour les besoins de nos activités personnelles, pour les besoins de notre alimentation, mais pour les besoins aussi de l'activité professionnelle. On rappelle aussi, je le rappelle ici, que 3% de nos masses d'eau sont en bon état écologique sur notre territoire. On a un gros problème de morphologie avant tout, puisqu'il y a eu énormément de transformations qui a été faite sur l'ensemble de l'espace agricole, mais aussi sur toutes les zones urbanisées, énormément de transformations. Et donc, il nous faut regagner ces points de morphologie en ayant tout un travail sur les cours d'eau, sur les zones humides, et sur nos secteurs plus urbanisés. On en reparlera tout à l'heure sur la perméabilité des sols. Pardon. Alors les éléments clés de la stratégie de notre territoire, c'est une approche en fait, on a envie de ne pas marcher sur la tête, mais de bien marcher sur nos deux pieds. C'est de reconquérir la biodiversité et de restaurer le cycle de l'eau. Et c'est à la fois en fait d'y associer aussi l'ensemble des leviers, des moyens que l'on peut mettre en action. Donc on a évidemment le cadre ou les cadres supra-territoriaux, hein, que ce soit la stratégie nationale de biodiversité, les lois cadres sur l'eau, le SDAGE, le SAGE, le SCOT, qui est aussi un des documents sur lequel on travaille actuellement et
où on peut amener des éléments complémentaires sur la protection de la biodiversité et de l'eau. C'est aussi nos documents à nous, en fait, métropolitains, entre le PLUI, le PLH, le PCAET. C'est aussi toutes nos compétences que l'on exerce aujourd'hui en propre, assainissement, eau usée, eau pluviale. Et puis, c'est aussi l'action des communes et des partenaires du territoire. En fait, on parle de végétalisation, plantation, des zones publiques. Tout ça avec une cible centrale, hein, le milieu agro-naturel, le milieu aquatique, la nature en ville et les espaces artificiels. Alors ça se traduit en trajectoire et en objectif. 5 trajectoires, en fait, hein, que l'on a identifiées, qu'on a organisées, en fait, hein, à savoir la connaissance, préserver, pérenniser les éléments, développer, reconquérir, s'adapter au changement climatique et donc se mobiliser de façon générale pour pouvoir atteindre les objectifs qu'on se fixe. Donc on a à la fois une feuille de route qu'on a déterminée au niveau notamment de l'eau qui était attendue dans le cadre de la conférence brétilienne sur l'eau, et puis une stratégie donc, qui prend appui sur des démarches, je le disais tout à l'heure, et qui peut s'inscrire dans le cadre de nos documents et qui s'inscrit aussi dans le cadre des politiques, notamment au niveau PAT agricole, qui est menée au sein de la métropole. Donc je vais les reprendre, mais je vais essayer d'être assez rapide. Hein. La connaissance, vous l'avez bien compris, le Conseil métropolitain de la biodiversité y travaille, mais il faut absolument qu'on puisse favoriser au maximum et organiser la mise en place d'inventaires. Donc c'est être auprès des communes ou des initiatives de citoyens, d'associations pour diffuser les méthodologies d'inventaire, puisque ça ne se fait pas comme ça. C'est aussi travailler avec l'OFB, c'est encourager les atlas de biodiversité, là c'est où c'est possible. Et c'est vrai que si on peut le faire au maximum, alors il y a des communes qui l'ont fait, il y a plusieurs communes aussi qui se sont associées, il y a 3 communes qui se sont associées pour mener un atlas biodiversité intercommunal, et je trouve que c'est aussi une bonne initiative. Et je pense que c'est absolument indispensable. Donc c'est identifier les secteurs à enjeu. On aura bien compris, hein, les zones humides, les MNIE, les inventaires bocage qui sont importants, évaluer l'état de conservation et la fonctionnalité des écologiques des milieux, et favoriser la diffusion et le partage de la connaissance. Donc on le retrouve sur la carte, là, où on a effectivement là, un secteur qui est identifié, mais on pourrait le faire pour tous les niveaux de la métropole, où on peut cartographier, préciser les endroits qui sont extrêmement à enjeu, extrêmement importants, et qu'il nous faut conserver et préserver et inscrire dans nos documents. La deuxième trajectoire qui est proposée, c'est préserver et pérenniser. Donc, favoriser l'évitement stratégique. Alors, c'est vrai qu'on a souvent dans nos documents, on l'avait pas mal au niveau de l'eau, on l'a aussi au niveau de la biodiversité. On dit éviter, réduire, compenser. C'est vrai que je réagis toujours vivement en disant on pense même pas à compenser, mais on pense même pas à réduire. Il faut simplement éviter. La solution, elle est là, elle est la plus simple. Alors, je sais que ça pose des problèmes. Des fois, on peut avoir des projets supra et au niveau de la métropole, je pense au train de bus ou des choses comme ça, effectivement, qui vont quelque part entamer peut-être certaines bouts de zones humides ou des choses comme ça. C'est sûr, ça peut arriver. Là, on est sur l'intérêt public, mais il faut absolument qu'on ait à l'esprit de sauvegarder en fait et d'éviter au maximum d'entamer ces espaces-là. C'est décliner les enjeux aussi dans les documents, on le disait, les inscrire dans nos documents et de mettre ces mesures d'évitement inscrites dans nos documents, prendre en compte la biodiversité dans les aménagements existants, pérenniser les milieux, limiter les pressions et dont les pollutions agricoles et urbaines. Ça, on est en activité sur ce sujet-là, même si on peut être remis en cause par des déclarations. Enfin bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais on assiste des fois à des déclarations publiques
qui nous interroge, parce que on sait que la trajectoire qui est choisie par la métropole, c'est la trajectoire qu'il faut que l'on garde à l'esprit et puis qu'on avance absolument sur cette trajectoire-là. Le zéro pesticide, c'est pas sorti comme ça. C'est simplement une obligation. C'est une question de santé publique. C'est une question de santé d'abord des personnes, des agriculteurs en particulier, mais c'est aussi une question de santé publique au sens large. Parce qu'aujourd'hui, je le dis, j'ai déjà dit, dans 94% des prélèvements qui sont faits dans le milieu naturel, dans l'eau, on a la présence de métaux laclants, dans 94% sur tout le territoire de la Vilaine. Donc c'est 11 000 km², c'est quand même pas rien. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, dans nos usines, on sait traiter, on arrive à traiter, et on a maintenu un niveau de traitement très sévère, mais quid de demain, quoi, en fait, hein, la question est posée, quoi, en fait. Hein. Mais je vais essayer d'avancer, excusez-moi, mais c'est un sujet qui m'est cher. Et donc, en fait, rendre plus ambitieuses les règles métropolitaines, celles où on a des leviers, où on peut agir. On sait qu'on a des obligations, on a des objectifs, on a des obligations. On a des leviers et il faut qu'on puisse répondre aux enjeux et de l'adaptation du changement climatique, faire en sorte que nos villes, que nos communes et nos campagnes soient résilientes face au changement climatique qui nous attend. Développer et obtenir des gains de biodiversité, donc obtenir un gain de biodiversité dans les aménagements. Donc c'est vrai que là, il faut vraiment aussi qu'on ait, lorsqu'on rencontre des bureaux d'études, lorsqu'on travaille avec des architectes, qu'on ait vraiment cet avant-propos, je dirais, dans tous les projets d'aménagement. C'est-à-dire qu'il faut absolument partager ce souci avec les aménageurs, de dire la biodiversité, la protection de la ressource en eau, c'est quelque chose de central aux actions que l'on doit mener dans nos aménagements, dans n'importe quel aménagement, qu'il s'agisse de réhabilitation d'habitat ou qu'il s'agisse de nouvelles constructions. Il faut absolument qu'on puisse avoir ce réflexe-là, en fait, de pouvoir travailler ces questions-là. Il y a des environnementalistes, il y a des paysagistes, il y a des écologues qui peuvent nous aider dans ce travail-là. Faire mieux que compenser, et ça, vous l'avez compris, j'en ai déjà parlé tout à l'heure, c'est vraiment développer en fait des surfaces de biodiversité et recréer, développer des milieux naturels et fonctionnels. Donc c'est vraiment un des objectifs aussi. Et là, on voit cette carte qui nous permet de comprendre un peu mieux les éléments. Vous avez sur la carte à gauche des ronds qui ont été faits où on a des ruptures en fait hein, dues à la création des routes qui nous sont utiles et nécessaires évidemment. Et donc on voit qu'il y a des ruptures pour ce qui concerne les continuités écologiques. Et ça, c'est indispensable de trouver des formules. Là, il y a des exemples à droite hein, sur des choses qui sont possibles de mettre en place. Hein. On parle de l'écurodoc, hein, c'est pour les écureuils, avoir des filins qui seraient assez hauts entre une voie pour permettre aux écureuils de pouvoir se déplacer en haie. C'est aussi des tremplins pour les chauves-souris. C'est aussi, vous voyez, dans les dallos à droite, en haut, installer des banquettes pour que une certaine faune puisse se déplacer sans avoir le risque de se noyer. Donc ça, c'est des choses possibles. Et on parlait du Blône tout à l'heure. Vous voyez, entre une restauration d'un cours d'eau où le cours d'eau vit à l'extérieur puisse aussi se gonfler et suivant la pluviométrie, et un cours d'eau qui est complètement enterré et canalisé, vous voyez bien la différence. Et il y a une différence aussi énorme sur la vitesse de circulation de l'eau dans ces cours d'eau-là, en fait. Je passe... on parle donc évidemment, on est sur la 4e trajectoire, c'est s'adapter, hein, réduire la vulnérabilité. On parlait des ruissellements et des crues. On sait que aussi dans nos aménagements, si par exemple on fait de la voirie d'infiltration, on a moins de risques de ruissellement en surface. Et donc c'est extrêmement intéressant. Alors on a lancé au niveau, on va en reparler, une étude de ruissellement sur la métropole qui intéresse évidemment la ville mais aussi l'ensemble de nos communes pour comprendre, essayer de comprendre, de modéliser si on a des pluies entre guillemets catastrophiques qui peuvent tomber, ça peut arriver.
avec le changement climatique, on ne peut pas mesurer forcément les éléments, mais on essaie d'anticiper, de modéliser en fait des volumes d'eau sur les quartiers, sur des secteurs de nos communes, qui peuvent nous donner des éléments de risque en fait, hein, et qui peuvent nous permettre peut-être d'anticiper dans nos aménagements ou de modifier des aménagements pour éviter en fait des catastrophes. Ça peut être une rue, par exemple, je le dis, qui se transforme en torrent puisqu'il y a eu de l'eau et a tombé en quantité, et qui pourrait, en bas de la rue, on peut avoir une école, on peut avoir un centre public, et donc il faut pouvoir estimer en fait ce risque-là pour qu'au niveau des communes, soit dans le plan de sauvegarde communale, on mette des éléments de protection et de protection rapide, où on puisse amener peut-être des modifications d'aménagement qui pourraient nous permettre d'éviter en fait des risques pour les personnes. Donc c'est limiter les eaux de chaleur urbains et favoriser le stockage de carbone. Vous savez, quand on développe de la végétation et de la végétation, oui, en ville, de la nature en ville, on crée en fait un climat beaucoup plus tempéré que lorsqu'on n'est que sur des espaces minéraux, quoi, en fait, hein. Et donc, on peut avoir des différences de 7 à 8 degrés en période de canicule. Donc, c'est quand même pas rien, quoi, en fait, hein. Et donc, favoriser la ressource, les ressources renouvelables, et favoriser le stockage de l'eau dans le sol, ralentir les écoulements. Et donc, c'est toute la stratégie donc d'infiltration de l'eau. On a déjà des éléments d'intégrer dans notre PLUI, et c'est vrai qu'on a, à l'occasion d'ailleurs du Carrefour de l'eau, annoncé la création du réseau Redagio, qui est un réseau en fait qui s'est constitué entre un ensemble de collectivités sur le Grand Ouest pour justement échanger entre élus, entre techniciens sur des pratiques, des expérimentations qui peuvent nous permettre de travailler justement cette problématique à la fois d'infiltration au niveau de nos aménagements et puis de ralentissement des écoulements. Là, vous avez une carte, effectivement, j'en parlais de l'étude de ruissellement que l'on a lancée sur notre métropole. On aura des éléments. Alors, l'étude est en cours, hein. Là, on a déjà des cartes de désordre qui a eu lieu. On a les connaissances qu'on a pu cartographier. On a une carte là qui représente le chemin de l'eau, en fait, hein. C'est des tendances suivant la topographie des terrains. Et donc, c'est pour mieux comprendre, effectivement, si on a des moments qu'on ne souhaite pas, bien évidemment, mais il faut se prémunir, il faut prévoir, anticiper. Et si on a des moments un peu compliqués, comment est-ce que notre territoire va réagir, quoi, en fait, hein. Et donc, on arrive sur la cinquième stratégie, trajectoire, c'est se mobiliser, hein, mobiliser l'ensemble des acteurs, donc former, sensibiliser l'ensemble des actrices et des acteurs du territoire. Donc c'est évidemment tous ensemble que l'on peut y arriver, commune, métropole, c'est la collectivité eau du bassin rennais qui fait énormément de choses, c'est Eaux-et-Vilaine, c'est aussi à travers le contrat de coopération, les réflexions qu'on peut construire entre communes, entre villes sur la façon de construire. C'est aussi le pôle métropolitain. Je parlais du réseau Redagio tout à l'heure, quoi, en fait. Donc, le Conseil métropolitain de la biodiversité est vraiment là aussi pour être l'animateur, en fait, hein, de toute cette trajectoire-là. Je pense qu'il faut aussi encourager les démarches citoyennes. On pourrait imaginer que chacun plante un arbre tous les ans sur notre métropole. Je le dis parce que on a la chance pour un certain nombre d'entre nous de pouvoir le faire. Planter un arbre, c'est un acte fort. Mais il y a un tas de personnes qui habitent dans des immeubles, qui n'ont pas de terrain, qui n'ont aucun espace où planter quelque chose. Donc je me dis, si on peut soit mettre un terrain à disposition, peut-être un terrain métropolitain, peut-être un terrain communal, ou mettre des espaces et organiser avec la population des journées de plantation, eh bien, allons-y, faisons-le. Et j'ai un exemple tout récent où on a sur une commune
on avait un espace dans le cadre de l'assainissement où la commune a lancé un projet de plantation et l'assainissement a mis à disposition cet espace-là et donc 800 gamins sont venus, non, 800, il y a 800 arbres qui ont été plantés, pardon, par les gamins de l'école de la commune. Donc voilà, c'est des petits exemples, mais c'est des dynamiques locales qui sont absolument indispensables et pour ensemble prendre vraiment le cours en fait du développement de notre biodiversité. Donc on a aussi donc en termes d'information, puisque c'est important d'y aller, une newsletter qui paraît deux fois par an. Alors le dernier focus que je voudrais faire en fait, hein, c'est la route de l'eau et donc comment on peut favoriser au maximum en fait la gestion de l'eau sur l'ensemble de notre territoire avec, vous voyez bien, les topographies, les modes d'habitat et les usages en fait de l'espace qui sont différents l'un et l'autre. Donc on a effectivement un objectif principal, favoriser le stockage de l'eau dans le sol pour ralentir les écoulements. C'est limiter la vulnérabilité au ruissellement, c'est retrouver des milieux fonctionnels, limiter les prélèvements. On sait qu'on a le plan national qui a été annoncé, en fait moins 10% des volumes en prenant 2019 comme référence. Donc alors c'est de prélèvement dans le milieu naturel. Limiter les pollutions agricoles et urbaines. Là aussi, il y a un travail très important qui est lancé dans le cadre de notre compétence assainissement sur l'ensemble de nos stations d'épuration. Et je salue le travail qui est fait justement par l'ensemble des équipes d'assainissement. Limiter la vulnérabilité aux crues, je l'ai dit aussi. Et il faut quand même juste se rappeler, je terminerai là-dessus, sur le rôle clé des cours d'eau en fait et des rivières dans l'alimentation en eau de notre territoire, le rôle clé aussi des cours d'eau qui sont des réservoirs de biodiversité et aussi des corridors, et le rôle clé en termes de santé. Voilà, et donc dernière diapo, en fait, c'est la traduction de notre stratégie et de son plan d'action, donc une feuille de route métropolitaine que l'on va valider, un plan de communication et une feuille de route globale avec des actions, avec l'ensemble des partenaires et des acteurs et des actrices de notre territoire. Voilà, je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup de cette présentation complète et illustrée. Y a-t-il des collègues qui souhaitent intervenir? Monsieur Chapelon. Merci Madame la Présidente, chers collègues. Le groupe écologiste et citoyen votera cette stratégie métropolitaine biodiversité et eau qui vient en partie concrétiser nos ambitions politiques sur ces sujets. Biodiversité, donc un mot qui peut encore sembler abstrait pour le grand public, elle nous rend pourtant des services, maillon indispensable de nos cultures via la pollinisation, filtre précieux des polluants pour notre eau potable, régulatrice des maladies transmissibles entre mammifères, climatiseur lors des canicules. Tous ces services écosystémiques sont avérés, mais nous aurions tort de nous borner à une vision utilitariste. Car quand bien même les autres espèces ne nous rendraient aucun de ces services, elles n'en seraient pas moins légitimes à cohabiter avec la nôtre. Malheureusement, la cohabitation n'est pas harmonieuse. Nous portons atteinte tous les jours aux espèces qui nous entourent et à leur milieu de vie. Aucune masse d'eau sur le territoire métropolitain n'est en bon état écologique. Un quart des espèces recensées en Bretagne sont menacées d'extinction. Nos zones humides et notre bocage se sont particulièrement atrophiés entre les années 60 et le début des années 2010. La liste de nos conséquences est donc longue. Il y a donc urgence à prendre des mesures fortes pour endiguer la destruction de nos écosystèmes. Plusieurs de ces mesures se trouvent dans la stratégie que nous voterons ce soir. Il s'agit notamment de l'intégration dans nos documents de planification des impératifs de sobriété foncière. C'est aussi le rehaussement de nos ambitions sur la désimperméabilisation des sols pour permettre aux eaux pluviales de mieux s'infiltrer et ainsi restaurer le bon fonctionnement du cycle de l'eau. C'est le déploiement de solutions d'adaptation fondées sur la nature, reméandrage des cours d'eau, plans canopés, création de mares, bénéfiques à la fois pour la biodiversité et pour contrer les effets du dérèglement climatique. C'est l'inscription de l'objectif de réduction de 20% de la consommation d'eau par usager, en cohérence avec l'objectif national du plan eau, qui doit également se décliner au niveau de la collectivité eau du bassin rennais.
Si globalement le volet restauration des écosystèmes est plus abouti, nous voulons formuler des alertes sur le volet évitement. Éviter, c'est pourtant le premier pilier de la stratégie ERC, éviter, réduire, compenser, vous en avez parlé, monsieur le vice-président, donc réaffirmé à plusieurs reprises dans ce document, et dans cet ordre précis de priorité. D'abord éviter, puis réduire, et enfin, si tous les leviers précédents sont épuisés, compenser. Nous savons par exemple que nous avons un impératif absolu de protection des zones humides, à la fois réservoir de biodiversité, critique pour le bon fonctionnement du cycle de l'eau et puissant instrument naturel de lutte contre le dérèglement climatique. La stratégie propose désormais une compensation obligatoire à 200% dans le cadre d'un projet qui viendra impacter une zone humide, et ce, dès le premier mètre carré impacté. C'est bien sûr un progrès, mais l'autre option qui avait été évoquée, c'est-à-dire sanctuariser totalement ces zones humides en créant des zones d'évitement dans nos documents de planification territoriale, nous aurait semblé encore plus efficace. Un exemple similaire est celui de la plantation de haies, menée notamment par l'établissement public de bassin Eaux-et-Vilaine. Planter des haies, c'est très bien, et nous saluons et soutenons évidemment cette démarche, mais n'est-il pas tout aussi vertueux et moins coûteux en premier lieu d'éviter de les arracher ? Les zones humides font l'objet d'un inventaire en cours d'actualisation, mais pour les haies, les chiffres consolidés sont difficiles à trouver parce qu'inexistants. Il y a de fortes chances que la replantation ne vienne à peine compenser les kilomètres de haies arrachés à mesure sur les parcelles agricoles qui s'étendent et qui fusionnent. Concernant la pollution des eaux de surface, la stratégie relève que les pollutions sont parmi les atteintes les plus fortes au milieu. Pourtant, sur le volet évitement, peu d'actions viennent y remédier, notamment dans le domaine agricole. La métropole a adopté récemment un plan alimentaire de territoire qui fixe l'objectif ambitieux de territoire zéro phyto à l'horizon 2030. Mais concrètement, avec quels moyens ? Nous aurions besoin d'une législation cohérente sur laquelle nous appuyer et des aides européennes et nationales qui conduisent à un véritable changement de modèle. Or, c'est loin d'être le cas aujourd'hui. Avec les annonces du Premier ministre sur la mise en cause d'Ecophyto et le recul sur la jachère, le gouvernement renonce à protéger la santé des concitoyens et concitoyennes et des agriculteurs et sacrifie la biodiversité et la qualité de l'eau sur l'autel du productivisme. Refonte de la PAC pour sortir enfin des aides à l'hectare et financer la transition écologique de l'agriculture, encadrement strict des marges des intermédiaires pour un meilleur partage de la valeur, sortir des accords actuels de libre-échange pour des accords plus équilibrés et sans concurrence déloyale, voilà ce que le Premier ministre aurait dû annoncer cet après-midi pour envoyer des signaux clairs pour le futur de la profession. La transition agroécologique est une condition indispensable pour garantir un avenir à l'agriculture et des revenus décents aux agriculteurs. Les acteurs publics doivent l'accompagner. De façon plus générale, cette question des moyens, à la fois humains et financiers, se pose pour l'ensemble de cette stratégie. Nous aurons besoin de moyens en ressources humaines dédiés, en interne et en transversalité, pour accompagner nos services dans la prise en compte de ces enjeux. Par exemple, en nous dotant d'un ou d'une écologue. Nous devrons aussi prioriser davantage les moyens financiers pour amplifier notre maîtrise foncière, outil majeur pour préserver les écosystèmes et s'assurer de leur gestion durable, via la signature de baux environnementaux avec les agriculteurs, par exemple. Il nous faudra enfin trouver des leviers pour mieux contrôler et abaisser les consommations d'eau des grands consommateurs, notamment les process industriels. L'effort de sobriété sur cette ressource s'applique à tous et pas seulement aux ménages. Nous pourrions aussi éco-conditionner nos subventions économiques aux entreprises en fonction de leur gestion de la ressource hydrique. Même si nous avons par essence moins de prise sur lui, l'espace privé ne doit pas être un trou dans la raquette de nos politiques publiques. Une grande partie de la canopée métropolitaine se trouve dans le domaine privé. Il en va de même pour la majorité des écosystèmes. Nous devons donc sensibiliser, accompagner, mais aussi réglementer et contrôler pour prévenir les usages abusifs. Par exemple, la question de l'utilisation de la ressource en eau pour alimenter les piscines privées doit être posée dans la modification ou les révisions du plan local d'urbanisme intercommunal. On le voit, la biodiversité et l'eau sont des sujets à la fois complexes et transverses, qui touchent à tous les compartiments de nos vies. Les futures concertations pour le PLUI et le plan climat sont autant d'occasions de partager ces enjeux avec les habitants. En amont des décisions, nous pourrons aussi nous appuyer sur l'expertise des acteurs associatifs, très mobilisés autour de la biodiversité, notamment dans le cadre du Conseil métropolitain pour la biodiversité et l'eau.
car nous avons besoin d'eux, à la fois pour enrichir nos politiques publiques, mais aussi pour alerter sur les conséquences potentielles néfastes sur l'environnement de tel ou tel projet. Nous avons beaucoup parlé de contraintes, mais n'oublions pas que toutes ces mesures ne visent qu'une chose, conserver un habitat commun vivable, agréable et sain pour notre santé et celle des écosystèmes qui nous entourent. Elles peuvent aussi être ludiques, joyeuses, porteuses d'enthousiasme. Ainsi, nous pourrions nous fixer comme objectif réaliste de pouvoir dans quelques années redécouvrir la joie de se baigner l'été dans la Vilaine à Rennes, dans la Flume à Vézins ou dans le ruisseau du Blône à Chantepie. Ce serait à la fois un bon indicateur de santé écologique du territoire et une amélioration concrète du cadre de vie des métropolitaines et des métropolitains. Je vous remercie. Merci. Monsieur de Molder. Madame la Présidente, mes chers collègues, merci à Pascal Hervé de cette présentation de la stratégie métropolitaine eau et biodiversité eau, parce que tout est lié, hein, tu l'as rappelé. Hein. Le scandale sanitaire qui touche Nestlé Water, hein, le numéro 1 mondial de l'eau minérale, nous rappelle une nouvelle fois que la seule recherche de profit est incompatible avec la préservation de l'environnement et la protection de la santé. Pour maximiser leurs bénéfices, les patrons de la multinationale ont reconnu avoir vendu de l'eau embouteillée, contaminée, aux polluants et aux bactéries, via des pratiques contraires à la réglementation. Microfiltration, enfin, vous avez tous entendu ça au niveau de la presse. Et ce, avec le silence du gouvernement. Je dis bien le silence, puisque c'était connu. Qu'il s'agisse de lier la protection des sols et les nécessaires aménagements de nos communes, d'allier la préservation de la ressource en eau et le développement d'une alimentation de qualité, ou d'engager la reconquête, on dit bien reconquête de la biodiversité tout en préservant la qualité de la vie humaine, l'eau n'est pas une marchandise comme les autres. C'est un bien commun, un patrimoine commun qu'il nous faut défendre face aux intérêts d'un capitalisme sans limite. Tu l'as rappelé, Pascal, nous subissons déjà les effets du dérèglement climatique imputable aux activités humaines et aux effets néfastes du libéralisme avec des records de température. L'année 2023 a montré les records dépassés que nous atteignons et que nous dépassons chaque année, avec des épisodes de sécheresse qui se multiplient et puis dans d'autres territoires avec des épisodes d'inondation qui deviennent de plus en plus fréquents. Nos ressources naturelles s'érodent en même temps que notre qualité de vie. Sans une ambition politique claire que réclament les spécialistes du climat, nous ne pourrons jamais atteindre les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre, pourtant nécessaires à la survie de notre environnement. C'est cette ambition que nous voulons décliner à l'échelle de notre métropole ce soir, avec notre stratégie eau et biodiversité. Nous nous fixons des trajectoires sur le long terme, appuyées sur des objectifs immédiats pour placer la préservation de l'eau et de la biodiversité au cœur de nos politiques publiques. Tu l'as rappelé, on a plusieurs outils de planification et c'est vrai qu'on doit toujours voir, quand on construit, puisque nous sommes des élus bâtisseurs, aussi comment on évite de détruire des zones humides. Et on sait que les compensations sont souvent des mauvaises compensations. Et donc il faut toujours d'abord, et je rejoins ce que disait aussi Didier, éviter avant de pouvoir compenser. L'actualité et la mobilisation des agricultrices et des agriculteurs nous rappellent qu'ils sont en première ligne vis-à-vis de ces enjeux. La majorité d'entre eux ne se mobilisent pas contre l'application de normes environnementales, mais contre leur mise en concurrence avec des pays qui n'en appliquent aucune, via des traités de libre-échange dévastateurs pour la planète et pour celles et ceux qui la peuplent. Ils ont besoin d'accompagnement pour engager les transitions et de justes rémunérations pour vivre de leur métier. C'est en ce sens qu'avec la collectivité eau du bassin rennais, l'appui de nombreuses EPCI et de communes, nous avions créé le programme Terre de Source pour agir à la fois sur la préservation de la ressource en eau, sur la rémunération des agriculteurs et sur la qualité de l'alimentation. Malheureusement, on voit les effets d'annonce du gouvernement, où de plus en plus on parle de contraintes environnementales, alors que ce sont des défis qui nous attendent tous collectivement, et on doit travailler avec le monde agricole là-dessus. Et je crois que le monde agricole ne peut pas attendre ni Renaissance ni Horizon de leur agriculture par rapport à ces enjeux qui sont pris. Les tarifications sociales et écologiques que nous avons mis en place sur l'eau et l'assainissement nous permettent
de garantir l'accès à l'eau pour les ménages les plus précaires et d'inciter à la réduction des consommations grâce à la progressivité du prix. Et d'un autre côté, le choix que nous avions fait d'arrêter la dégressivité des prix pour les professionnels les amène à payer le juste prix de l'eau qu'ils consomment pour leur activité. Ces mesures de justice sociale, nous avons su les prendre grâce à la reprise en main par le public de ce secteur si crucial. J'ai passé 2 jours au carrefour de gestion de l'eau. On a parlé de solutions fondées sur la nature, parce que tu rappelles également le projet Redagio et la nécessité de faire le lien entre l'eau qui tombe, qu'elle puisse s'infiltrer dans nos sols et être en interconnexion avec nos nappes. Tous ces enjeux-là ont été débattus largement, mais ont été débattus aussi le fait d'avoir une maîtrise la plus publique possible de l'eau, quoi. Et c'est grâce à cette gestion que nous pouvons réinjecter aussi les bénéfices réalisés dans nos programmes d'investissement pour réhabiliter des usines ou nos réseaux, ou pour accompagner les différents acteurs dans des démarches d'économie d'eau. On parle de sobriété, c'est vrai, via le programme Éco-d'eau, et tout ça sans agresser des actionnaires dont les intérêts ne seraient pas les nôtres. Je pense qu'on est sur des enjeux importants, et je vois des fois dans les médias, ou ce qui s'est passé à l'agence de l'eau à Clermont-Ferrand, on vise des acteurs qui sont des acteurs qui soutiennent le monde agricole. Et je pense que malheureusement, au niveau de l'État, on est en train de détricoter les choses sur... Pourtant, il y a une stratégie nationale biodiversité. Donc on est dans des incohérences des politiques publiques qui sont menées. Or, moi, je nous félicite d'avoir su, à travers cette stratégie eau et biodiversité, faire le lien aussi avec nos autres politiques publiques, et c'est un enjeu essentiel pour le devenir de notre territoire et pour la vie humaine, tout simplement. Merci. Je n'ai pas vu d'autres demandes d'intervention. Monsieur Hervé ? Oui, merci Madame la Présidente. Alors tout d'abord, effectivement, je voudrais faire juste une petite aparté. Effectivement, on a reçu, Madame la Présidente a reçu aujourd'hui une délégation d'agriculteurs, puisque effectivement on avait quelques 200 tracteurs d'arrêtés face à notre hôtel de métropole. On a reçu une délégation avec Yannick Desane et Olivier, et ils nous ont exprimé effectivement leurs inquiétudes, leur détresse parfois, mais ils nous ont surtout exprimé, enfin moi c'est ce que j'ai retenu en tous les cas, leur manque de cap. Et c'est incroyable, on est à la veille normalement d'une nouvelle loi d'orientation agricole et on n'a pas de cap, en fait on n'a pas de cap clair en fait, en ce qui concerne le métier d'agriculteur. Et c'est pas facile, et moi j'ai été agriculteur, et je peux vous assurer que c'est pas facile de mettre en production des parcelles ou des productions animales, or qu'on ne sait pas sur quoi on va être demain jugé. Est-ce que ça va être le marché mondial? Est-ce que ça va être le marché européen? Est-ce que ça va être une crise climatique quelconque ou une épidémie quelconque? Donc on est vraiment dans une situation où effectivement je trouve qu'il y a un abandon et un manque de responsabilité au niveau national de ne pas assurer en fait vraiment un cap sérieux. Dans les années 60, et je m'excuse de prendre du temps, mais dans les années 60, on a demandé aux agriculteurs et on a travaillé avec les agriculteurs au niveau politique pour moderniser l'agriculture. Il y avait un besoin important de modernisation, aussi bien pour les familles dans leur maison que pour les agriculteurs dans leur outil de travail, quoi, en fait, et dans leur modèle de production. Il y a eu vraiment une vraie politique agricole qui a été validée, qui a été votée, qui a été aussi opérée sur plusieurs années. C'est pas sur 1 an, 2 ans, 3 ans que ça se fait, c'est sur une dizaine d'années. Et on montre le cap. Et les agriculteurs se sont engagés, avec des résistances pour certains, mais ils se sont globalement engagés. Alors certes, on a eu des effets qui sont aujourd'hui remis en cause quand on parle de remembrement, quand on parle de haies ou des choses comme ça. Mais en tous les cas, l'exercice a réussi parce qu'il y a vraiment eu un accompagnement politique, il y a vraiment une ambition politique pour l'agriculture et pour les agriculteurs, pour les femmes et pour les hommes qui vivaient de ce métier. Aujourd'hui, c'est ça. Les agriculteurs se sentent, je dirais, perdus, humiliés quelque part,
perdus dans le sens où il n'y a pas une vraie orientation politique qui leur permette d'avoir un avenir pour eux-mêmes, pour leur famille, dans leur métier. Et ça a été exprimé. On n'a pas été très longtemps dans les échanges, mais ça a été exprimé et c'est important. On a réaffirmé, nous, au niveau de la métropole, effectivement, les objectifs qui ont été fixés. Le zéro pesticide. Je sais et on a eu des réflexions, je dirais, des personnes qui désapprouvent, évidemment, cette orientation-là. Maintenant, on n'est pas forcément compris, toujours dans les choix politiques qu'on fait. Seulement, ce sont des choix d'anticipation. On sait que c'est un problème de santé publique, c'est un problème de santé pour les agriculteurs, et je peux vous dire que j'en connais des collègues qui ont des soucis de santé sérieux dus au problème de pesticides. Et c'est d'abord un problème de santé pour les agriculteurs, mais pour leur entourage et pour l'ensemble de la population et pour l'ensemble de nos ressources, parce que je le disais tout à l'heure, la problématique de l'eau, aujourd'hui on arrive à traiter, mais si demain on a des problèmes de traitement d'eau, demain c'est toute l'industrie agricole d'ailleurs qui peut avoir des problèmes. Les laiteries qui consomment 2 millions de mètres cubes d'eau ont besoin d'une eau de qualité et d'une eau qui respecte les conformités. Et donc demain, si on ne prend pas, si on n'anticipe pas les règles à ce niveau-là, on va se retrouver dans le mur, quoi, en fait. Hein. Et donc c'est possible, et moi je le dis parce que je le sais et c'est par expérience, c'est possible de modifier ces systèmes, mais il faut être accompagné. Et on sait que c'est pas sur, je le disais tout à l'heure, c'est pas sur 2 ou 3 ans, faut avoir des perspectives, faut avoir sur une dizaine d'années, il faut être accompagné dans les modifications de pratiques agricoles, parce que c'est pas simple de changer de pratique. Et donc moi, d'abord, je veux saluer quand même les échanges qui ont eu lieu, parce qu'il y a eu du respect des deux côtés, il y a eu de l'écoute des deux côtés, pas forcément de la compréhension, pas toujours des propos forcément faciles à entendre, mais en tous les cas, il y a plutôt eu du respect, et ça, il faut le dire. Alors, sur les haies, je sais que c'est vrai que c'est un sujet. On plante quand même, à mon avis, plus qu'il en est détruit. J'en suis à peu près persuadé. Je sais que sur l'unité, enfin, on va dire sur l'amont du bassin de la Vilaine, on est à peu près à 180 km de plantés sur 2023, une centaine de kilomètres sur le secteur de l'unité de gestion Est et à peu près 70-80 km sur le secteur de gestion Ouest. Et donc, c'est quand même un résultat qui est encourageant. Et évidemment, il faut continuer dans cette direction. Le plan Brest-Bocage 3 qui est en place aujourd'hui va nous permettre de pouvoir continuer ce travail. Je pense qu'il y a ce qu'on nous a reproché aussi aujourd'hui, c'est notre politique foncière. Évidemment, on a pris des moyens, on a pris des devants pour pouvoir aider à l'installation, parce qu'il y a des agriculteurs qui sont venus nous voir, qu'on a rencontrés, qui nous ont dit qu'ils ne trouvaient pas de foncier pour s'installer, ou lorsqu'ils s'adressaient à la SAFER, ils n'étaient pas forcément prioritaires, etc. Et donc on a ce souci, et effectivement on nous a reproché que nous mettions des baux à clause environnementale. Mais on va persévérer, parce que c'est aussi, on le disait tout à l'heure, et c'est complètement cohérent aux recherches que l'on met en place, à savoir qu'on puisse mettre en place des modes de production qui soient cohérents avec les objectifs que se fixe la métropole. C'est aussi les ORE, les obligations réelles environnementales, que l'on peut mettre en place et qui engagent effectivement une protection là, de la nature, des haies, sur 90 ans, et qui vraiment là donne un temps long, parce que effectivement lorsqu'on plante une haie, c'est pour un temps long, quoi, en fait. Hein. Alors en ce qui concerne les moyens humains et financiers, c'est vrai qu'on n'a pas annoncé, on n'a pas libellé de sommes, identifié des sommes dans le budget, mais c'est à travers différents budgets, et vous le savez bien, à travers les différentes politiques que l'on mène au niveau de la métropole, aussi bien au niveau de l'assainissement qu'au niveau de notre politique de l'eau, au niveau de nos politiques de voirie. On sait qu'on a des espaces qui peuvent intéresser à un développement de biodiversité et sur lequel on peut investir. Et c'est un peu comme ça qu'on avait organisé les choses. C'est aussi des moyens humains quand même qui ont été, puisqu'il y a eu des recrutements, des animateurs qui sont présents, qui
qui sont actifs sur le terrain. Et donc, c'est quand même tout un service qui est mis à disposition à la fois de la métropole, mais aussi de l'ensemble des équipes municipales, quoi, en fait. Hein. Donc voilà, moi je rejoins effectivement Michel Demolder dans tout ce qui a été dit sur la problématique de l'eau, de la ressource, de la tarification sociale, qui est quand même un axe central. Et ce que je voudrais dire aussi, et je le dis parce que c'est une des convictions, c'est qu'il faut absolument qu'il y ait une justice sociale qui se mette en place dans ce pays. On ne pourra pas faire d'environnement, on ne pourra pas faire... Je m'excuse, hein, je me lâche un peu, Madame la Présidente. Mais franchement, quand on voit la paupérisation qui se déplace, qui se développe, on peut comprendre effectivement que les consommateurs achètent le moins cher. Parce qu'effectivement, quand on voit les baisses de revenus qu'il y a et qui entraînent effectivement une réaction vive des agriculteurs quand ils voient effectivement le comportement des consommateurs. Mais ça se comprend. Je veux dire, si le développement de notre société est axé à la fois sur un déséquilibre social et sur l'enrichissement de quelques-uns, je suis désolé, mais ça ne peut pas fonctionner. Il n'y a pas d'équilibre possible, quoi, en fait. Hein. Et donc, à un moment donné, il faudra bien qu'on remette les choses clairement en place, à savoir la justice sociale et la répartition des richesses. C'est indispensable à un bon équilibre de société. Je vous remercie. Merci pour ce plaidoyer engagé auquel je pense grand nombre d'entre nous sont prêts à souscrire de manière extrêmement claire et en approuvant chacun des mots qui ont pu être les vôtres. Je vais donc, en plus d'approuver vos mots, faire en sorte que nous puissions approuver cette délibération. Y a-t-il des collègues qui s'abstiennent, qui votent contre? Je crois que c'est important que cette stratégie soit adoptée à l'unanimité parce qu'elle nous engage. Monsieur Semril, 4. Oui, merci Madame la Présidente. Bonsoir à toutes et à tous. Vous le savez, la loi NOTRe de 2015 a renforcé le rôle de la région comme chef de file pour définir les régimes d'aide et décider de l'octroi de ces aides aux entreprises. La région Bretagne a fait le choix d'établir une convention cadre avec une vingtaine de PCI de son territoire, afin là aussi d'accompagner les pôles de compétitivité que nous avons sur la métropole et plus largement sur la région Bretagne et les régions voisines. Et à travers cette délibération, il vous est proposé tout simplement de reconduire cette convention pour les années 2024 à 2027. Merci. Des interventions? Oui, Monsieur Le Gentil. Oui, merci Madame la Présidente. Mes chers collègues, nous étions déjà intervenus en mai dernier au sujet de la stratégie régionale de transition économique et sociale sur la nécessaire éco-socio-éga-conditionnalité de nos aides économiques aux entreprises. Les urgences climatiques et sociales sont telles, la raréfaction des ressources si préoccupante et l'inflation si impactante pour notre collectivité que nous ne pouvons plus continuer à financer des projets néfastes pour le climat, la santé ou encore fortement consommateurs de ressources naturelles. Nous devons cibler notre soutien aux acteurs économiques en cohérence avec nos priorités politiques. Il nous semble que cette intervention du mois de mai est toujours d'actualité ce soir, au moment d'approuver cette convention avec la région sur le financement des projets collaboratifs portés par les PTCE. En effet, cette convention avec la région ne donne que peu de gages en la matière. Pour les projets dits structurants, elle mentionne bien que ceux-ci doivent, je cite, « pleinement intégrer les objectifs de transition écologique et énergétique », mais sans les détailler. Et pour les projets dits collaboratifs, la formulation est encore plus vague, seront privilégiés les projets susceptibles d'apporter directement ou indirectement des réponses prometteuses aux défis sociétaux actuels et à venir. On nous répondra à juste titre que selon la même convention, chaque collectivité partenaire est libre de fixer ses propres critères de sélection des projets. Et donc que Rennes Métropole pourra sélectionner les projets à cofinancer en fonction de ses propres critères. Il existe bel et bien une grille de critères de responsabilité sociétale des entreprises en interne de la collectivité qui vient analyser tout projet ou demande d'aide économique émanant d'entreprises du territoire. L'objectif est alors d'identifier avec l'acteur concerné les démarches RSE déjà mises en place pour la diversité du recrutement, les mobilités durables pour les collaborateurs, le tri des déchets, les fournisseurs d'énergie, le numérique responsable, etc. et celles qui peuvent être améliorées ou amplifiées. C'est une nouveauté à saluer et c'est le fruit, nous le savons, d'un long travail des services pour refonder la politique d'aides économiques. Mais cette grille est bien insuffisante et souffre à notre sens de deux défauts.
D'une part, elle n'a pas, à notre connaissance, de vocation éliminatoire. Il n'y a pas de facteur d'exclusion par rapport au secteur d'activité de l'entreprise, ce qui se fait pourtant dans certains domaines, en finance par exemple, avec l'analyse des critères dits ESG, environnementaux, sociaux et gouvernance, qui permettent de trier les projets. Et d'autre part, et c'est le plus important, l'analyse RSE ne porte que sur le process de l'entreprise et non sur son activité en tant que telle, à savoir ses produits, ses services. Autrement dit, avec une telle grille, nous pourrions sans problème soutenir Total Energy, Bayer Monsanto ou encore Philip Morris, pour prendre des exemples caricaturaux, certes irréalistes d'un point de vue financier, mais qui ont des process RSE très poussés. Pour autant, les produits qu'ils proposent sont néfastes pour la planète, pour l'environnement et pour la santé humaine. Nous devons donc réfléchir à intégrer une analyse de la finalité de l'activité de l'entreprise ou du projet, ainsi que des produits et des services générés. Nous ne pouvons plus nous contenter d'une doctrine RSE héritée des années 90 et fondée sur la seule analyse des process. Cette grille doit nous permettre d'écarter de notre soutien des projets qui n'iraient pas dans le sens de la lutte contre les dérèglements climatiques, de la préservation de la biodiversité et des ressources naturelles, comme l'eau, le sol ou l'air, ou encore de la justice sociale et de la solidarité. Priorisation et cohérence doivent donc être nos boussoles. Favorisons les projets réellement durables de très petites entreprises ou de PME disposant de peu de moyens. Et à l'inverse, faisons confiance aux écosystèmes déjà dotés d'une forte capacité de levée de fonds et cessons de les prioriser dans nos mécanismes d'aide publique. C'est encore trop le cas pour le numérique et la digitalisation, par exemple, des secteurs qui posent par ailleurs un certain nombre de questions en matière d'impact environnemental. Pour ce qui concerne plus particulièrement les PTCE, les pôles de compétitivité, nous doter de telles grilles permettrait de trier ce qui relève d'une réelle innovation à impact et ce qui relève davantage du gadget ou du marketing, ou pire de projets nous éloignant de la sobriété des transitions, en particulier des secteurs agricoles et agroalimentaires. Par exemple, sur le pôle Végépolis, dans la liste des projets soutenus et réalisés, se côtoient des projets axés sur la santé, l'adaptation des cultures au dérèglement climatique ou la recherche de produits naturels pour remplacer les pesticides de synthèse, mais aussi des projets dont on saisit moins l'utilité immédiate, comme celui visant à travailler sur la texture optimale des plants de maïs pour en faire des cornflakes. Un projet quand même à 3,5 millions d'euros. Il ne s'agit pas de jeter l'opprobre sur tel ou tel projet, mais bien de dire qu'à l'orée des transitions indispensables que nous devons engager, et au vu de nos contraintes budgétaires, certains projets doivent être soutenus en priorité et d'autres non. Cette logique a été suivie au sein du pôle de compétitivité ID4Car, devenu notamment avec le soutien de la métropole ID4Mobility, et désormais davantage tourné vers les mobilités décarbonées, ce qui démontre bien que la métropole a des leviers par le dialogue et les financements pour influer sur les dynamiques des transitions des acteurs privés. À nos demandes écrites puis orales lors du Conseil de mai dernier, il nous avait été répondu par Monsieur le Vice-président que la Commission développement économique serait, dans les prochains mois, saisie de la coélaboration de l'évaluation de ces critères pour, si besoin, les affiner ou les corriger. Nous réitérons donc notre souhait de voir rapidement démarrer ce travail de critérisation avec une ambition et une exigence conformes à nos engagements politiques et une généralisation à l'ensemble de nos dispositifs d'aides économiques. Dans l'attente de ces améliorations, nous nous abstiendrons sur cette délibération. Merci, Monsieur Semril. Oui, merci Monsieur Le Gentil pour cette intervention et merci d'avoir, dans le préambule de votre intervention, fait la part des choses entre cette délibération et tout l'enjeu de l'accompagnement de nos entreprises, du tissu économique vers ces fameuses transitions qui nous préoccupent tant à longueur de conseil. Cette délibération, je le redis, c'est tout simplement une délibération technique qui vient prolonger une convention cadre entre l'autorité de tutelle économique et la région depuis la loi NOTRe avec une vingtaine de PCI parce que nous sommes attachés tout simplement à un partenariat en matière économique également de l'ensemble des collectivités parce que c'est comme ça qu'on peut avancer vers les directions que nous souhaitons. C'est un premier point, je pense que c'est utile de le rappeler parce qu'on pourrait aussi faire le choix de sortir de ces coopérations et je pense que c'est surtout par rapport aux enjeux tels qu'ils ont été encore une fois présentés dans la précédente délibération, un enjeu fondamental de bien rester en coopération. Le deuxième point, c'est que si nous coopérons, nous gardons évidemment au sein de cette instance la liberté d'établir des accompagnements ou non, d'établir des subventions ou non. Et ça, c'est un vrai sujet aussi de direction que nous prenons. Vous l'avez dit aussi, je vous en remercie, l'évolution des critères de nos aides. Je crois me rappeler que nous avons commencé tout à la fin du dernier mandat avec ce fameux bonus écologique qui permettait d'accompagner les entreprises dans le cadre de cette crise sanitaire terrible que nos entités économiques ont connue. Ce postulat
nous a amené effectivement sur ce mandat-ci à faire évoluer les aides, qui étaient traditionnellement basées principalement sur l'emploi, parce que c'était aussi un sujet de préoccupation. Nous avions plus de 10% de chômage, et l'enjeu pour nous, c'était que ces aides économiques permettent effectivement de l'investissement pour nourrir les carnets de commandes de nos entreprises, mais aussi créer de l'emploi afin de baisser le chômage. Depuis maintenant un peu plus d'un an, nous avons établi de nouveaux critères au sein de cette commission qui vont étendre vers effectivement l'accompagnement des entreprises qui font le choix de travailler ces bifurcations écologiques, parce que là aussi, nous avons une conviction, mais que je crois que nous partageons, c'est que, comme à chaque fois, lorsqu'il y a des enjeux de bifurcation, lorsqu'il y a des enjeux forts de transition, notre rôle, me semble-t-il, c'est d'accompagner l'ensemble des acteurs, mais surtout les plus fragiles. Parce que on n'oppose pas évidemment l'enjeu des bifurcations écologiques et l'enjeu aussi économique de survie de ces entreprises. Et on sait précisément que les petites entreprises, nos PME, nos ETI, qui font finalement le maillage économique de notre territoire, sont les plus fragiles, ou en tout cas les plus en difficulté pour appréhender ces bifurcations. Et nous le faisons avec, vous l'avez cité, notamment ce diagnostic RSE qui permet à chaque entreprise qui est demandeur d'avoir le bénéfice d'une subvention métropolitaine, de s'auto-évaluer et d'avoir tout simplement un accompagnement de la part du service économique afin, là aussi, de pouvoir envisager un certain nombre d'étapes permettant à celle-ci d'appréhender ces sujets. Donc nous y sommes. Je ne crois pas qu'il nous faille, là aussi, aller plus loin parce que vous voyez, dans votre intervention, finalement, vous saluez cette force d'accompagnement qui permet finalement à tout un territoire d'évoluer et d'évoluer dans le bon sens. Et je crois que là aussi, y compris certaines entreprises qui pouvaient être un vrai sujet de préoccupation environnementale, grâce aux aides et à l'accompagnement que nous faisons, eh bien, ces entreprises se transforment et se décarbonent. Et ça, c'est important aussi qu'on puisse être à leur côté pour qu'on n'oppose pas finalement création économique, création de richesse et puis enjeu environnemental. Je pense qu'on peut là aussi lier les deux. Et puis, puisque l'invitation est faite, mais je l'ai dit aussi à notre collègue présent de la commission, Laurent Hamon, nous aurons l'occasion d'y travailler de manière très concrète en commission avec les dernières demandes d'entreprises pour éviter effectivement ces effets d'aubaine que nous avons pu avoir par le passé, mais que nous n'avons plus aujourd'hui, parce que précisément, l'évolution de ces critères nous permettent eh bien, de pouvoir rendre opposables certains refus d'accompagnement économique de certains acteurs qui ne correspondraient pas justement à nos choix stratégiques. Donc nous aurons cette séance de travail, laissons les services avancer et vous verrez que ces évolutions nous permettront d'appréhender, je pense, dans les mois et années qui viennent, à de très belles inaugurations ou à de très belles découvertes d'entreprises qui ont su justement faire évoluer leur logiciel et qui, accompagnés par la métropole et d'autres, eh bien, proposeront demain, dans les prochains temps, tout simplement des services qui permettent précisément de répondre à ces enjeux écologiques. Merci. Donc sur cette délibération 4, des oppositions, des abstentions. C'est bien noté. La délibération numéro 5 vous propose d'adhérer au campus Cyber Bretagne. Chacun connaît l'excellence de notre écosystème et de notre filière cybersécurité, une excellence à la fois dans le champ de la défense autant que dans la dimension civile, avec une complémentarité des acteurs publics et des acteurs privés. À travers cette association, il est proposé de conforter la coopération de l'ensemble des acteurs, mais de l'inscrire aussi dans une dimension régionale. Y a-t-il des collègues qui souhaitent intervenir sur cette délibération ? Il nous est proposé également de désigner des représentants et je vous propose les candidatures de messieurs Semril, de madame Pellerin, de monsieur Huomé et de monsieur Savignac, sous réserve d'avoir
une vérification immédiate d'une mémoire qui n'est pas défaillante. Je vous confirme ces propositions. Y a-t-il d'autres candidatures? Y a-t-il sur cette délibération et cette représentation des oppositions, des abstentions? Je vous remercie. Monsieur Hamon, rapport 6. Bonsoir à toutes et à toutes. À toutes et à tous. Si vous me permettez, Madame la Présidente, j'aimerais faire un petit point d'actualité sur la question de l'UVE de Villejean, notre incinérateur. Point que j'avais déjà effectué au mois de septembre dernier et tout récemment au mois de décembre sur les difficultés importantes que nous rencontrons. Comme annoncé, les experts ont été désignés récemment pour effectuer la fameuse tierce expertise. Leurs travaux sont lancés et ils seront connus au printemps. En parallèle, un appel d'offres a été publié le 12 janvier dernier, donc voilà quelques jours, pour sélectionner des candidats qui pourront effectuer les travaux requis en fonction du résultat des expertises. Toujours en parallèle, chers collègues, et suite à l'engagement que vous aviez pris, Madame la Présidente, le groupe projet de tarification que nous copilotons avec ma collègue Marie Ducamin aux finances et moi-même s'est réuni cette semaine pour évoquer en toute transparence l'ensemble des éléments techniques et financiers sur les impacts financiers et proposera probablement pour le mois de mars prochain une augmentation du taux que nous étudierons ensemble à notre conseil. Voilà, chers collègues, je voulais vous rappeler que nos objectifs, c'est bien d'évoluer vers une reprise rapide des travaux sur les fameuses chaudières. Nous sommes fortement mobilisés et en forte anticipation quant aux résultats de nos expertises que nous attendons impatiemment. Et bien évidemment, dès que j'aurai des éléments nouveaux, j'en informerai le Conseil, comme nous l'avons fait jusqu'à présent, toujours dans un souci de transparence. Si vous me permettez, sans transition, je reviens sur la délibération de ce soir, qui est le règlement intérieur pour adopter le règlement intérieur des déchetteries et des plateformes végétaux que nous avons sur notre territoire. Vous avez tout le rapport en annexe de la note. Juste vous donner les principales évolutions. Comme vous le savez, d'année en année, les techniques s'améliorent pour la gestion de nos déchets en déchetterie. Aujourd'hui, c'est pas moins de 50 bacs que nous avons différents pour trier les déchets sur nos déchetteries et qui partent sur 27 filières sur le territoire pour améliorer la gestion de nos ressources. Comme mise à jour sur ce type de document réglementaire, il y a aussi l'interdiction du dépôt des tonnes en déchetterie et plateforme des végétaux qui s'est mis en œuvre à partir du 1er janvier 2024. Et le troisième point, qu'on pourrait dire un peu saillant, c'est la mise en œuvre du contrôle progressif automatisé de l'accès à nos déchetteries sur le territoire. Et une déchetterie pilote sera celle de Saint-Herblon. Et que si tout se passe bien, nous pourrons expérimenter les premiers contrôles d'accès en déchetterie au cours du second semestre de cette année. Voilà, Madame la Présidente, la présentation du règlement de nos déchetteries. Merci, Monsieur Hamon. Y a-t-il des collègues qui souhaitent intervenir? Monsieur Roulier. Merci, Madame la Présidente. Chers collègues, bonsoir. Monsieur le Vice-président, en novembre dernier, Monsieur le Vice-président, vous m'aviez communiqué le bilan des actions de communication et de sensibilisation sur le broyage et le compostage menés auprès des habitants. Et je tenais ce soir à vous en remercier. Alors, nous avons une proposition à vous faire, et je serai très bref. Une proposition qui vise à répondre aux inquiétudes d'une partie de la population plus âgée qui réside dans les quartiers anciens de la ville de Rennes, et plus particulièrement, mais aussi pour une partie de la population qui a fait le choix de ne plus avoir de voiture. Alors, la période de taille arrive, et nous souhaiterions qu'un service de proximité soit expérimenté sous la forme la plus simple, mais aussi la plus économique possible. Pourquoi pas un marché réservé de ramassage à domicile de ces tontes qui pourrait être imaginé et pourrait être confié à Blown Up, l'entreprise à but d'emploi du territoire zéro chômeur de longue durée.
Et ce service aurait ainsi une double dimension, sociale et écologique. Je vous remercie. Monsieur Hamon. Merci, chers collègues. Sur les inquiétudes, je vous rassure, d'ici quelques mois, l'accompagnement, puisque vous savez que lorsqu'on a pris cette décision, nous nous sommes aussi engagés à déployer de nombreuses solutions d'accompagnement de nos habitants. En premier lieu, d'essayer d'expliquer comment on pouvait aujourd'hui faire un jardin zéro déchet, ou en tout cas y aller. Et donc on est en train de déployer ces dispositifs avec, je vous le rappelle, la possibilité de faire appel à un professionnel qui viendra dans votre jardin, vous expliquer avec vos outils, vos arbustes, vos arbres, votre faune, votre flore, comment faire directement de la manière la plus simple possible pour essayer de garder ces déchets qui sont en fait de formidables ressources nécessaires à la question de la biodiversité. On vient d'en faire un bel exemple tout à l'heure avec notre collègue qui a présenté la stratégie biodive de la métropole. Et la seule condition que l'on demande, c'est d'inviter des voisines et des voisins pour profiter finalement de ces conseils donnés par des professionnels. Et l'autre point sur lequel nous travaillons, c'est la mise en place d'un service. Donc nous arrêtons un service, mais nous en mettons un autre en place, qui est celui du broyage en proximité, à la rue, au quartier, sur lequel nous sommes en train de travailler. Si des acteurs sur le territoire souhaitent développer d'autres types de solutions pour certains publics, il n'y a pas de souci, de contre-indication, mais ce n'a pas forcément la vocation à se généraliser dans le cadre de notre service public. En tout cas, je suis toujours partant pour des échanges et à en rediscuter ensemble en cas de besoin. Merci. Sur ce rapport 6, des oppositions, des abstentions. C'est bien noté. Monsieur Dehaze, 7. Oui, cette délibération vise à reconduire le tarif de la surtaxe à 6,42 € hors taxe par kilowatt de puissance souscrite pour le réseau de chaleur Rennes Sud. Merci. Intervention, opposition, abstention. Monsieur Hervé, 8. Oui, donc c'est le rapport annuel sur la qualité des services d'eau potable. Alors c'est un rapport que vous avez à disposition dans l'ensemble des collectivités. On rappelle qu'il y a 6 structures membres intercommunales qui font partie de la collectivité du bassin rennais, 75 communes, 548 000 habitants, 46 élus et 240 607 abonnés. Donc c'est le rapport activité 2022, donc l'année de la sécheresse. Donc on rappelle à travers ce rapport aussi évidemment la compétence de la collectivité qui va de la ressource à la distribution, au robinet quoi en fait, et donc qui se compose de 17 captages, 12 usines de production, 206 km d'adduction, 112 réservoirs et 4489 km de canalisation. Donc 61 agents travaillent en 2022 à la collectivité du bassin rennais, qui représente une masse salariale de 2,8 millions. Un gros accent est mis sur la protection de la ressource. On en parlait tout à l'heure, des milieux fragiles et très vulnérables à l'activité humaine. Et donc, de par nos points de captage, on a des surfaces importantes. Les périmètres de protection, c'est 7640 hectares, dont 695 hectares en propriété. Et donc, là où nous sommes en propriété, c'est aussi des baux à clause environnementale qui sont passés. Donc, c'est une politique aussi volontaire de protection de la ressource, puisque je parlais des périmètres de captage, mais les aires d'alimentation de captage représentent 169 000 hectares sur l'ensemble du territoire, puisqu'on on est à la fois sur la Haute-Rance, sur la Chaise-Canule, les Drains du Coglay et le Haut-Couesnon. Alors, terre de source, vous savez que c'est un des axes majeurs en fait porté aussi par la collectivité du bassin rennais. Aujourd'hui, c'est 10 filières. Alors aujourd'hui, c'est 2022, pardon. Sur le document, c'est
10 filières de production. C'est 110 agriculteurs et 10 opérateurs qui sont engagés sur des productions de blé noir, de blé panifiable, de légumineuses bio, de viande bovine bio, de porc, de légumes, de produits laitiers. C'est aussi une création de 3 groupements de commandes. Et c'est la constitution de la SIC Terre de Source 2022. Ça date déjà un petit peu, avec 105 associés regroupés en 6 collèges, 70 producteurs, 18 transformateurs, 7 collectivités, 7 associations et des partenariats financiers et un salarié. Donc il y a un soutien investissement financier et des investissements dans du matériel adapté à l'ensemble, à ces cultures, donc à savoir semoir et herse, et outils de désherbage mécanique. Je rappellerai aussi que sur la qualité de l'eau, je tiens à le préciser parce qu'effectivement, on parlait tout à l'heure des comportements des fois d'entreprises privées. Je pense qu'on peut être fier de la gestion publique de l'eau sur notre territoire parce qu'il y a une transparence totale en ce qui concerne le suivi et la qualité de l'eau. Je rappelle qu'il y a eu sur 2022 un total de prélèvements effectués en autocontrôle de 857 prélèvements et qui ont donné lieu à 95 000 analyses d'eau. En contrôle officiel de l'ARS, 108 contrôles, 15 541 analyses qui ont été faites. On a une surveillance quasi quotidienne et plusieurs fois par jour de notre production d'eau qui permet de dire aujourd'hui, effectivement, on a une eau de qualité. Je rappelle aussi qu'au moment de ces contrôles, il y avait eu un petit décalage, notamment dû au métolachlore, en fait, métabolite du métolachlore, puisque c'était au moment où il n'était plus classé pertinent. Rappelez-vous, lorsque le métolachlore était classé pertinent, on avait une obligation de traitement à 0,1 microgramme par litre, en fait, qu'on ne devait pas dépasser. Et donc, on avait renforcé le traitement à base de charbon actif. On est monté à 16 grammes par mètre cube de charbon actif. Le métolachlore est passé et n'était plus classé pertinent, et donc ça pouvait laisser effectivement la possibilité de peut-être diminuer le traitement. Mais le choix qui a été fait au niveau de notre collectivité, c'est de maintenir cette pression de traitement pour maintenir effectivement une eau livrée et produite en distribution avec un respect en fait de cette norme de 0,1 microgramme par litre, quoi, en fait. Donc on a une eau de qualité qui est distribuée. On travaille aussi sur l'ensemble de la distribution d'eau. On en a parlé, à savoir un taux de renouvellement de réseau qui est à 1,29% en fait sur l'ensemble du périmètre. J'essaierai d'aller assez vite aussi sur aujourd'hui, en fait, le service d'eau est délégué en 2022, pardon, est délégué à 3 délégataires, puisqu'il y avait encore Veolia, SOR et la SPL Eau du Bassin Rennais qui se partagent le territoire. Et je terminerai simplement par les exercices de solidarité qui se sont constitués de fait de l'harmonisation du prix de l'eau sur l'ensemble du territoire, puisque lorsqu'on a démarrer en fait cette SPLO, enfin cette collectivité eau du bassin rennais, nous étions à un prix, il y avait une différence de prix entre les factures sur des mêmes volumes de 150 € en 2015 et on n'est plus en 2022 que de 10 €. Donc c'est important de le noter sur l'harmonisation du prix de l'eau. C'est aussi les 10 mètres cubes gratuits qui sont sur l'ensemble du territoire. Et c'est aussi toute la politique du chèque eau au profit des personnes qui sont en difficulté. Et puis je terminerai ce propos en fait en disant aussi tout le travail qui a été fait par la collectivité eau du bassin rennais dans le cadre des solidarités internationales en 2022 et qui continue 2023 et qui va continuer évidemment 2024, notamment près de la ville de Bétounia, qui vit des moments tragiques en ce moment. Voilà, Madame la Présidente. Merci. Y a-t-il des collègues qui souhaitent intervenir ?
Des oppositions, des abstentions. Madame Besserve, 9. Merci. Donc, il s'agit d'arrêter les comptes définitifs au 31 décembre 2023 sur la ZAC Orgères-Blon. Donc, un petit rappel, hein, cette ZAC est située sur les communes d'Orgères et de Saint-Herblain et elle a été créée en 2007 sur 10 hectares avec principalement 62 000 m² destinés aux activités commerciales, artisanales et industrielles et aux activités de services et 8 000 m² destinés à l'habitat. Cette ZAC avait été créée par le syndicat de communes d'Orgères et de Saint-Herblain et avait été concédée à la Société d'aménagement et de développement d'Ille-et-Vilaine, la SADIV, qui dorénavant s'appelle Terre et Toit. Donc cette concession avait fait l'objet de 2 avenants, dont un avenant de 2014 prorogeant le délai de la concession jusqu'au 31/12/2023. Suite à la loi MAPTAM du 27 janvier 2014, la ZAC Orgères-Blon a été transférée à Rennes Métropole le 1er janvier 2017. Donc, dans la délibération, il vous est présenté l'avancement de l'opération au 31 décembre 2023 qui se termine, l'arrêté définitif des comptes au 31/12/2023 également, le bilan de clôture. Et donc l'arrêté définitif des comptes fait apparaître un boni d'opération de l'ordre de 522 915, dont 30% revient à Rennes Métropole et 70% à l'aménageur tel qu'il avait été convenu dans le contrat. Il reviendra donc à Rennes Métropole un montant de 155 938 € et un montant de 363 855 à l'aménageur. Donc, il vous est proposé d'approuver l'arrêté des comptes définitifs de cette ZAC Orgères-Blon et de donner quitus définitif et sans réserve à Terre et Toit pour les missions qui lui ont été confiées dans le cadre de cette concession. Merci. Des interventions, des oppositions, des abstentions. Monsieur Dehaze, 10. Oui, il s'agit d'approuver les termes d'une convention permettant de verser une subvention de 1 221 835,22 € à Foncier Solidaire Rennes Métropole. Ça concerne la programmation 2024 du premier trimestre 2024 en bail réel solidaire, et ça concerne exactement 3 programmes pour 61 logements sur les communes de Cornu, l'Hermitage et Rennes. Merci. Intervention, opposition, abstention. Monsieur Hervé, 11. Oui, là, il s'agit d'une convention opérationnelle qui est proposée avec l'EPF. Donc, on est sur la commune de Rennes. Le projet urbain Rennes identifie 5 axes de développement, la ville de Rennes d'ici 2030. Et parmi ces axes, celui de la terrasse de Vilaine, qui vise à structurer les 2 rives au nord et au sud de la Vilaine et faire le lien donc avec le quartier Beauchardonnay. Les orientations du projet urbain définissent le quadrant nord-est de la ville comme un axe de projet paysager compris entre la Vilaine et le parc des Gailleuls sur la route de Fougères. Et une étude a été lancée courant 2023 afin de révéler le potentiel végétal donc présent et structurer les projets en lien avec justement la trame verte. Plusieurs sites de mutation sont donc déjà identifiés le long de la route de Fougères. L'objectif de l'étude est d'y définir les nouvelles morphologies urbaines en adéquation avec les caractéristiques urbaines et paysagères identifiées à l'échelle du secteur. Parmi les sites, les réflexions s'articulent notamment autour de la frange sud de la route de Fougères sur la partie nord. L'AZA Saint-Sulpice offre également un potentiel de densification et de mixité des fonctions. Parmi les mutations à venir, donc le site LS Group d'une entreprise foncière d'environ 3,5 hectares prévoit de déménager ses locaux sur le secteur Chêne-Morand tout en conservant sur ce pôle un service de proximité. Et donc, afin de maîtriser le devenir de ce site et plus largement d'appliquer les conclusions à venir de l'étude en cours, il est proposé donc de solliciter l'appui de l'établissement public foncier, l'EPF Bretagne, avec laquelle la métropole a signé une convention cadre en janvier 2022. Cet appui se traduit donc par une convention opérationnelle qui est proposée aujourd'hui d'approuver, qui permettra donc à l'EPF de procéder aux acquisitions qui s'avéreraient nécessaires pour la mise en œuvre des conclusions apportées par l'étude et d'en assurer le portage jusqu'au 28 janvier 2031
date de la fin de la convention. Rennes Métropole s'engage ainsi à racheter avant cette date ou de faire racheter par un tiers qu'elle aura désigné les biens qui auraient été acquis. Donc les conclusions de cette convention imposent un certain nombre de règles, notamment 50% de plancher du programme consacré au logement et aux activités économiques, une densité minimale de 100 logements par hectare, et dans la partie du programme consacré au logement, 30% des logements locatifs sociaux, 15% à cession sociale conforme au PLH en vigueur. Donc la convention sur un périmètre d'environ 52 hectares, alors c'est un périmètre d'étude, hein, c'est pas un périmètre de préemption, hein, situé en bordure de la rue de Fougères, fait l'objet donc d'une enveloppe financière dédiée de 13 millions d'euros. Donc le Conseil est invité à demander l'intervention de l'EPF pour procéder aux acquisitions des parcelles comprises dans le périmètre de la convention opérationnelle et donc d'approuver la dite convention et d'engager aussi la métropole à racheter en fait au terme de cette convention éventuellement les biens qui auraient été acquis par l'EPF. Merci. Y a-t-il des collègues qui souhaitent intervenir? Des oppositions, des abstentions, Monsieur Lahaye-Douze? Oui, Madame la Présidente, chers collègues, permettez que je prenne 2 minutes pour présenter cette délibération. Elle vous propose de reconduire le partenariat avec la Société éditrice du Monde pour l'organisation du festival Nos Futurs, qui se déroulera du 21 au 24 mars prochain au Champ Libre. Comme l'indique la délibération, les précédentes éditions ont rencontré un réel succès, puisque ce sont près de 20 000 personnes qui ont assisté ou participé à la diversité des propositions formulées par les jeunes, près de 200 engagés pour l'organisation de l'événement. Rappelons-le, cette manifestation a pour objet de donner la parole aux jeunes pour interroger et interpeller la société sur les grandes questions qui bouleversent nos organisations à toutes les échelles géographiques, métropolitaines, régionales, nationales, européennes ou mondiales, que nous désignons couramment sous le mot de transition, mais qui interrogent également le rapport à l'intime, au corps ou aux relations affectives. Peut-être est-il également besoin de rappeler que cette manifestation a pour force de faire se rencontrer des jeunes de tous les horizons, des territoires ruraux, périurbains, métropolitains, du littoral, mais aussi de tous les parcours, étudiants de Sciences Po, de l'INSA, de l'école d'architecture, de Rennes 2, du lycée agricole de Ploërmel, du lycée de Bréquigny, ou encore des collectifs accompagnés par les associations d'éducation populaire du territoire, je pense en particulier au MJC ou encore à Tout à Tout. Évidemment, cette participation des jeunes n'est pas entièrement spontanée, elle est accompagnée par des moyens dégagés en propre par les Champs Libres, mais également par l'investissement des journalistes du Monde qui animent de nombreuses rencontres avec les jeunes tout au long de l'année pour préparer concrètement ce festival. Et c'est aussi une des contreparties à la subvention versée qui avait suscité l'an passé des interrogations dans cette Assemblée. Je tenais donc à en dire un mot par anticipation, en soulignant que le coût du partenariat est bien modeste quand on le met au regard d'événementiels analogues et quand on fait l'inventaire des interventions de la Société éditrice du Monde dans le cadre de ce partenariat. L'équipe se déplace plusieurs fois par an pour rencontrer les jeunes à chaque étape clé de la construction de la manifestation, participe à une réunion par semaine avec le comité de pilotage de l'événement. Le Monde s'engage à publier un dossier spécial de 4 pages dans toutes les éditions du quotidien, édite des vidéos qu'il publie sur les réseaux sociaux, produit une émission en partenariat avec TVRN ou encore produit des podcasts et engage une campagne de promotion d'importance pour les faire découvrir. Conclure enfin en soulignant que le succès de cette manifestation, comme la qualité des propositions lors des dernières éditions, atteste de ce que la jeunesse peut être une force utile et même, je crois, indispensable à la transition, pourvu qu'on lui donne la parole et qu'on lui fasse réellement confiance. Merci. Merci. Y a-t-il des interventions? Madame Gandon. Madame la Présidente, chers collègues, vous nous demandez, comme l'année dernière, d'approuver la reconduction d'une subvention dédiée à l'organisation d'un événement local dédié à la jeunesse par la société éditrice Le Monde. Notre position au sujet de cet événement n'a pas varié. D'une part, le montant de cette dépense à hauteur de 166 000 € nous semble disproportionné pour une rencontre événementielle hébergée dans un bâtiment public, et ce, tout particulièrement dans le contexte de fortes contraintes financières qui s'imposent à nos collectivités. Contraintes financières qui justifient souvent de limiter les subventions versées aux associations locales.
D'autre part, nous ne comprenons pas le choix d'un grand média national, parfois même taxé de parisianisme, quand on connaît la qualité de notre presse bretonne. Nos médias locaux seraient parfaitement en capacité d'organiser un événement de ce type. Si vous souhaitez engager la jeunesse dans la vie citoyenne, dans le débat public, nous recommandons par exemple d'employer ces sommes à financer la création d'un conseil métropolitain des jeunes, une instance qui leur permettrait de prendre la parole sur des sujets locaux, de proposer leurs idées, de mener à bien des projets concrets, utiles, générant des effets positifs pour le territoire. Pour ces raisons, nous nous abstiendrons sur cette délibération. Monsieur Lay. Oui, c'est vrai qu'on a ce débat chaque année. Il y a une forme de cohérence à votre position et cohérence à la nôtre également, puisque je trouve que l'idée que vous formulez à la fin est assez révélatrice de ce qui nous oppose. On l'a souvent dit s'agissant de la participation des jeunes. On ne croit pas qu'à l'échelle d'un territoire comme le nôtre, celui de la métropole, soit très pertinent de vouloir singer forcément les organisations telle que la nôtre, mais nous pensons en revanche qu'il y a beaucoup à inventer et à faire pour donner les moyens à la jeunesse d'interroger nos sociétés et de construire la société de demain. Je pense qu'à cet endroit-là, la manifestation que nous organisons avec nos futurs, elle est assez symbolique des libertés que nous voulons donner aux jeunes, à tous les jeunes, et je le rappelle, mais c'est assez singulier de faire se dialoguer à la fois des jeunes de Sciences Po avec des jeunes de lycée agricole et à mon avis très symptomatique, enfin très utile à la diversité des contradictions que nous impose, j'allais dire, la difficulté des transitions que nous avons à opérer. Quand on met au regard un conseil métropolitain de la jeunesse avec un événement qui rassemble 20 000 personnes dans un équipement comme les Champs Libres, ou encore quand je vois les moyens qu'on a pu donner à l'association Séisme, qui organise un forum de l'engagement à la fois professionnel mais aussi citoyen et associatif, pour justement donner à des jeunes donner à voir à des jeunes qui s'interrogent souvent sur le sens de leur métier, de leurs études ou de leurs engagements quels qu'ils soient, de pouvoir donner donc du sens au regard de ce qui peut les bouleverser et de ce qui peut parfois même voir les inquiéter. Je crois que ça c'est le bon endroit de l'intervention métropolitaine, et davantage ici, à cet endroit-là, donc à soutenir ce type d'initiative, ces engagements de jeunes associatifs ou autres sur le territoire, davantage qu'à proposer des formules qui sont en fait des formules assez anciennes et dont on estime qu'elles ne sont pas forcément les plus pertinentes sur le territoire. S'agissant du monde, on vous a déjà répondu. Je crois qu'à l'échelle de la collectivité tout entière, on a des partenariats et un travail qui est quotidien et de qualité avec l'ensemble de la presse locale, ce qui ne nous interdit pas, ci ou là, d'avoir aussi la possibilité de nourrir des échanges avec des médias nationaux. On n'a jamais opposé l'un à l'autre, et cette histoire, ce festival, c'est aussi la rencontre entre deux projets, celui du monde qui souhaitait pouvoir développer une manifestation qui donne la place aux jeunes et qui interroge les grands bouleversements de nos sociétés, avec ce qui a été le parti pris de la collectivité, et le projet scientifique et culturel des Champs Libres qui a été réorienté et qui aujourd'hui se veut une place de la parole donnée aux citoyens et à la jeunesse tout singulièrement. Merci. Je mets aux voix ce rapport 12, des oppositions, des abstentions. Le rapport est approuvé. Le rapport 13 vous propose l'adhésion, non pas l'adhésion d'ailleurs, mais la désignation de représentants à divers organismes. Et très concrètement, la candidature de notre collègue Hervé Despoué au conseil d'administration de Rennes Cité Média, de notre collègue Christelle Gasté au conseil d'administration de Trajectoire et de notre collègue Gaël Lefebvre aux instances de l'organisme foncier solidaire de Rennes Métropole. Y a-t-il d'autres candidatures? Je n'en vois
pas. Il nous est possible de procéder à un vote à main levée, des oppositions, des abstentions. Le rapport numéro 14 est notre traditionnel compte-rendu des décisions dans le cadre des délégations de pouvoir au bureau. Est-ce que cela appelle des observations? Nous prenons acte. Madame Rousset, 15. Oui, il s'agit du traditionnel tableau de délégation du pouvoir à la présidente, dont vous avez le détail dans le rapport. Merci. Intervention. L'Assemblée prend acte. Madame Ducamin, 16. Oui, il s'agit d'adopter une modification du règlement intérieur de notre commission d'appel d'offres de façon à relever les seuils à partir duquel les marchés passent en CAO. Donc actuellement, les marchés de fourniture et de services de CAO passent en CAO au-dessus de 215 000 euros. C'est le seuil européen et on ne le modifie pas. En revanche, les marchés de travaux sont observés dès 1 million d'euros, alors que le seuil européen est de 5 382 000 euros. Donc on vous propose de revenir au seuil européen, sachant qu'il s'agit d'alléger les ordres du jour des CAO, d'une part, et d'autre part de faciliter aussi la préparation des marchés par les services, puisque les calendriers des CAO sont assez contraints. Et en revanche, je voudrais préciser que le suivi des marchés publics, qui est un domaine auquel on est évidemment très attaché, et notamment dans le cadre de notre SPASER, le suivi des marchés publics est tout de même assuré par une commission de programmation des achats qui se réunit 3 fois par an, de façon à pouvoir échanger sur la préparation de ces marchés en amont de la CAO, et il nous paraissait pertinent d'avoir cet endroit d'échange avec les services. Et lors de ces commissions de préparation des achats, de programmation des achats, l'ensemble de la CAO, titulaire et suppléant, est invité à participer. Merci. Intervention. Opposition, abstention. 17, Madame Rousset. Oui, dans la suite de ce que Madame Ducamin vient de nous présenter, il s'agit de la délégation de pouvoir au bureau, toujours dans l'idée de simplifier et d'alléger les conseils métropolitains, mais aussi de faciliter le travail de l'administration pour être à la fois plus efficace et plus réactif. Merci. Intervention, opposition, abstention. Madame Rousset, 18. Et là, il s'agit de faire la même chose pour les délégations de pouvoir à la présidente, puisqu'on glisse tout d'un cran, voilà. Si intervention, opposition, abstention, nos collègues de Mignac, Soubécherel et de Romillet n'auront donc pas eu le temps de s'asseoir, puisque après, j'imagine, un trajet long et épique, mais nous aurons le plaisir de vous retrouver à l'issue de ce Conseil métropolitain, puisqu'il s'achève par ce vote. Bonne soirée à tous.